Bonjour et bienvenue, vous écoutez Journal d'une doctorante, le podcast qui met en lumière les rouages de la thèse. Ici on parle sans tabou de la vie des doctorantes et des doctorants, de leurs difficultés et de leurs joies. Mais on partage également des tips. Produit et monté par Alice Yilmaz. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la série Comment rédiger sa revue de littérature en compagnie de Justine, qui est doctorante en études de genre en deuxième année de thèse. Elle revient sur son parcours de rédaction, ce qui lui a semblé difficile, ce qu'elle aurait fait différemment si elle avait pu. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Justine. Bonjour. Merci de t'être rendue déjà disponible aujourd'hui pour faire part de ton expérience autour de la revue de la littérature. Merci pour l'invitation. Donc, tu es doctorante en sociologie, plus précisément sur les études de genre, il me semble. Est-ce que tu pourrais peut-être prendre un temps pour préciser ton domaine d'études et les recherches doctorales que tu mènes ? Je suis en deuxième année de doctorat en études de genre. Je suis inscrite en spécialité sociologie, mais je navigue entre plusieurs disciplines, principalement la socio, les sciences po et l'anthropo. Je suis au LEGS à Paris 8. Et donc mes thèmes de recherche au sens large, c'est le genre, le handicap, la sexualité, la maternité. Et je travaille plus précisément sur l'interaction de ces caractéristiques et d'autres caractéristiques potentielles dans les parcours de vie des femmes handicapées. Et dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'expérience du diagnostic prénatal et de l'interruption médicale de grossesse par les femmes handicapées et par les équipes soignantes en France. Donc mon cadre théorique de thèse, c'est une sociologie critique du biopouvoir. Déjà, est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un peu comment est-ce que tu t'es organisée dans tes recherches bibliographiques au début de ta thèse? Comment est-ce que tu t'es... quelles traces en fait t'as gardé des lectures que t'as pu faire? Même si finalement il y avait une continuité dans ce que t'as lu, est-ce que t'as pris des notes? Est-ce que t'as juste référencé les documents que t'as lus mais sans... Je note ou je recopie très précisément les citations qui m'intéressent ou les citations qui sont vraiment les passages clés qui permettent une bonne compréhension de l'ouvrage que je suis en train de lire. Et en général aussi, si j'ai une version papier perso de ce que je lis, je surligne en fluo les passages clés, les mots-clés, les choses qui m'intéressent. Et en parallèle de ça, je fais des sortes de fiches de réflexion où quand il y a... Je le fais pas à chaque lecture. Des fois, il y a une lecture qui me fait avancer énormément dans ma réflexion, dans mes questionnements, dans mes hypothèses. Et là, je fais une fiche de réflexion dédiée à cette lecture. Et parfois, c'est la combinaison de plusieurs lectures qui me font avancer. Et dans ce cas-là, je fais une fiche de réflexion qui correspond à la combinaison de plusieurs textes. Mais ces fiches de réflexion, c'est vraiment peut-être la combinaison entre la fiche de lecture et le travail de thèse et comment ça se rejoint et qu'est-ce que ça vient nourrir dans mes questionnements. Ok. En fait, tu prends déjà un peu d'avance sur finalement, j'ai envie de dire, l'écriture de ta thèse au niveau de la conclusion, les discussions en fait. Quand tu essayes de mettre un peu de tes recherches au regard de tout ce qui a déjà été fait. Donc toi, tu mènes déjà des réflexions en fait pour positionner en fait tes travaux face à ce qui a déjà été fait, si je comprends bien. Ouais, pour me positionner, oui, et ça m'aide aussi pas mal au niveau méthodologique, pour le coup, enquête de terrain ou réflexivité. Souvent, quand je lis quand des auteurs, autrices partagent des méthodes qui leur ont été utiles pour avancer, je mets tout de suite en application ces méthodes dans mes fiches de réflexion. Et souvent, c'est de la réflexivité, en fait. Et une fois que tu as un peu tout lu, tu as fait tes fiches de réflexion, finalement, quand tu es passé à l'écriture de cette revue, comment est-ce que tu t'es organisé en fait pour l'écriture ?
Est-ce que tu as tout rédigé d'un coup ou bien tu as écrit au fur et à mesure? Combien de pages finalement Enfin, si tu l'as fini, combien de pages ça prend? Et combien de temps ça t'a demandé? Mais pareil, si tu as fini, donc je sais pas trop où t'en es. Si j'ai fini, mais pour le coup, enfin, ça pourrait être infini comme travail, mais à un moment, j'ai décidé d'y mettre un terme. Et en plus, c'est une revue de littérature qui est assez large par rapport à mon thème de recherche. Je pourrais en refaire une beaucoup plus resserrée sur mes thématiques de thèse. Là, c'était une revue sur, au sens large, le genre et le handicap, les études féministes du handicap. Donc elle fait une vingtaine de pages et j'ai vraiment travaillé en 3 temps. D'abord, je suis partie de ce que je savais. Donc à partir des auteurs-autrices clés ou travaux clés, j'ai établi des axes de réflexion pour un plan potentiel, une sorte de brouillon. Après, j'ai vraiment fait des recherches bibliographiques dédiées à la revue, comme si j'en avais jamais fait un peu. Enfin, j'ai essayé de me sortir un peu du regard que j'avais déjà pour essayer d'en avoir un autre et de pas repartir à zéro parce que j'avais déjà une manière d'appréhender les choses, mais avoir un regard neuf et faire vraiment des recherches hyper larges. Ensuite, j'ai référencé vraiment des dizaines et des dizaines, j'ai pas compté, je sais pas combien il y en a en tout, mais énormément de références dans un document avec les résumés de chaque article ou thèse ou livre. Et donc là, j'avais, je sais pas combien de pages, j'avais peut-être 70 ou 80 pages de références et de résumés. Et j'ai tout lu et j'ai essayé de trouver comment les organiser, comment les classer. De trouver un critère pertinent. Et le critère qui m'a paru pertinent, c'est le critère chronologique. Donc, une fois que j'ai trouvé comment organiser le truc, j'ai pu me lancer dans l'écriture. Du coup, en 3 parties, années 80, années 90, années 2000. Et en faisant une synthèse un peu des travaux. Et en général en citant au moins un extrait d'un article particulièrement marquant et en présentant quelques auteurs, autrices majeurs de chaque décennie. Du coup, si j'ai bien compris, ta revue de littérature, elle est chronologique plutôt. Donc c'est le plan que tu as décidé de mettre en place. Mais est-ce que du coup, alors je sais pas du coup si ta revue, elle répond spécifiquement à une question ou est-ce qu'elle est plus exhaustive? Et là, comme toi, tu es dans peut-être une contextualisation historique aussi de ton domaine. En fait, j'ai pas formulé de questions explicites en introduction de ma revue, mais je pense que ma revue répond quand même à une question implicite qui est celle de savoir, d'essayer de déterminer quelles thématiques ont été abordées par les études féministes du handicap, à quel moment, entre leur apparition jusqu'à aujourd'hui, et comment ces études ont évolué dans le temps en interaction avec un contexte sociopolitique et avec des disciplines croisées. Et finalement, comment est-ce que tu as réussi à faire le lien? Vu que toi, c'est aussi un contexte, c'est ta revue, finalement, elle sert aussi à mettre en contexte, finalement, les recherches que tu mènes. Du coup, peut-être que ça a été aussi plus facile de faire lien avec ta question de recherche, de thèse. Comment est-ce que tu as réussi, finalement, à les mettre en lien? Ou est-ce que c'est détaché? C'est complètement détaché. J'ai pas du tout fait de lien entre ma thèse, mon objet de recherche de thèse et la revue de littérature. Je l'ai rédigée juste avant d'entrer en thèse, au moment du battement entre master et thèse. Et c'était vraiment, je peux situer ma thèse historiquement et sociologiquement dans mon champ d'études grâce à ma revue de littérature, mais il n'y a pas de lien il n'y a pas de lien explicite entre les deux. Et est-ce que tu l'as publiée, du coup, ta revue?
Non, 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 je l'ai pas du tout publié. Je l'ai envoyé à mes directrices de recherche qui, du coup, ont pu me faire des retours et c'est elles qui m'avaient conseillé de le faire. Hein. C'est elles qui ont impulsé ce travail-là. Donc je leur ai envoyé à elles, mais sinon c'est resté entre elles et moi. D'accord. Et est-ce que c'est elles qui finalement qui t'ont aiguillé vers cette revue de littérature qui est plus contextualisante et plutôt d'un point de vue historique? Ou ça a été toi qui a choisi en fait? Alors on n'a pas... elles m'ont pas aiguillée, enfin j'ai pas discuté avec elles au fur et à mesure du processus de travail de la revue de littérature. Par contre, dans les discussions que j'avais avec elles depuis plusieurs mois, c'est vrai qu'on avait régulièrement une approche plutôt chronologique ou historique. Et c'était des questions que je me posais à ce moment-là, de savoir à quel moment telle question était devenue une question sociale ou une question dans le domaine universitaire ou scientifique. Donc, à la fois les questions que je me posais et les discussions, les orientations que prenaient nos discussions, je pense, ont carrément eu une influence du coup sur comment j'ai rédigé ma revue. Ok. Et est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés pendant tout ce temps finalement de recherche bibliographique, de lecture, d'écriture de ta revue? Comment tu as un peu appréhendé ça et comment tu as vécu en fait cette étape de la thèse? Le moment vraiment compliqué, le plus compliqué de tout le processus, je pense, ça a été celui des recherches. Bon, je peux dire qu'il y en a eu deux en fait. Celui des recherches où vraiment, j'avais l'impression que je pouvais chercher à l'infini, que j'allais toujours trouver des choses. Et du coup, je me sentais un peu submergée par la quantité immense de références, de travaux, de données. Donc à un moment, j'ai dû me dire stop, décider d'arrêter les recherches pour passer à la phase d'après. Un peu en anticipant la difficulté que ça allait être en ayant accumulé toutes ces données, de devoir les traiter. Et du coup, le deuxième moment compliqué, c'est quand je me suis retrouvée avec ce document qui rassemblait des dizaines de références et de résumés, où ça m'a un peu submergée aussi, où c'était vraiment un travail de fourmi, quoi. Et là, j'ai dû... pendant les recherches, je suis vraiment restée un peu tête baissée dans mon truc, je me suis pas arrêtée. Au moment des lectures et de l'assimilation et du traitement des données, j'ai dû plutôt prendre du recul, prendre des distances, faire plus de pauses, laisser un peu reposer le document et revenir en m'ayant un peu aéré l'esprit. Et j'ai dû aussi admettre que je pouvais pas tout lire, que je pouvais pas tout dire et que je pouvais pas tout savoir. Et qu'il fallait que je fasse des cadrages et que c'était pas de l'imposture que de pas pouvoir tout lire ou tout dire. Et c'est vraiment, accepter ça, admettre ça, ça m'a permis de passer ensuite déjà de relativiser, de relaxer, et de passer ensuite à la mise en forme et à la rédaction. Et justement, je reprends un peu ce que tu dis sur finalement quand tu as un peu collé dans un document en fait toutes les réflexions et toutes les fiches de lecture que tu avais lues. Est-ce que finalement, si tu devais recommencer, est-ce que tu aurais fait différemment? Est-ce que tu aurais peut-être pas tout mis sur un document pour le reprendre après et ne pas avoir de repères finalement sur ce document? Comment est-ce que tu aurais fait peut-être si tu devais tout recommencer ta revue? Je pense que ça aurait pu être moins anxiogène et plus efficace aussi d'établir des critères de classement des références avant, de faire l'inverse de ce que j'ai fait, au lieu de tout lire et de chercher les critères après, d'essayer d'en établir avant et de pouvoir classer mes références et de pas me sentir complètement perdue, à changer les références de place,
vu qu'après j'ai fait un classement chronologique, toutes mes références n'étaient pas du tout classées par ordre chronologique et j'ai dû toutes les bouger de place, les machins, et bon, à ce moment-là j'étais perdue. Donc j'aurais pu faire en amont soit un classement chronologique, soit un classement thématique, où je pense que je m'y serais retrouvée plus vite. Et est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être que tu aurais fait différemment peut-être, ou finalement toi ça t'allait, c'est peut-être juste suite à tes lectures, tout ce que tu avais finalement lu qui t'a finalement créé de l'anxiété, comme tu le disais? Je pense que ce qui a été un peu... ce qui m'a manqué, c'est une méthode de travail, c'est une méthodologie. Vraiment. Et pour le coup, c'est un peu ce qui me manque souvent dans mon travail de thèse, où je peux un peu foncer tête baissée dans des trucs parce que ça m'intéresse, parce que ça me passionne, parce que j'adore lire, découvrir des trucs sur mon sujet. Et après coup, je me dis, bon, en fait, j'ai pas de direction là, je sais pas exactement où je vais. Donc c'est peut-être, oui, c'est une question, dans mon cas, de méthodologie, je pense, et aussi je pense que j'aurais pas changé tellement d'autres choses parce que c'est quand même une période qui m'a aussi vachement intéressée, quoi, de découvrir des textes des années 70-80 que j'avais jamais lus, qui étaient fondateurs pour, dans mes domaines d'études, qui étaient hyper puissants, passionnants. J'ai vraiment passé des heures à lire et à naviguer entre plein de références en ayant l'impression de vivre plein d'épiphanies à chaque fois, quoi. Donc ça, c'était super, et ça convient plutôt bien, je pense, aux raisons pour lesquelles je fais de la recherche et à ce que j'aime dans ce travail. Mais je pense qu'il faut... Enfin, c'est pas très joli de dire ça. Je pense que c'est cool d'adapter la manière dont on travaille à ce qu'on aime faire, et avec un peu plus de méthodologie, il y aurait eu surtout du plaisir et moins d'angoisse, je pense. Donc il faut aller à la BU. Ouais. Quand on peut, c'est vrai que les formations à la BU sur en tout cas les recherches bibliographiques, et pour pas trop se perdre, garder peut-être un fil conducteur, c'est vrai que c'est pas mal. D'autant plus qu'à Paris 8, ils avaient même consacré une partie, je crois, pour bien paraphraser. Ils avaient fait tout un truc sur la paraphrase, comment citer ses sources. C'était super intéressant. Ouais, mais d'ailleurs ça me fait penser, je vais peut-être revenir un peu sur ce que j'ai dit, mais peut-être que j'aurais pu quand même utiliser un logiciel de traitement, d'organisation des données biblio, ce que je n'ai jamais fait encore. Genre Zotero? Ouais, genre Zotero, mais j'ai suivi des formations Zotero et je m'y suis pas encore mise parce que pour l'instant, dans le traitement à la main sur l'ordinateur, je m'en sors, ça me va bien. Mais quand même, pour la revue de littérature, il y a tellement de références, de données et tout, que ça peut être un avantage, je pense. Parce que du coup, là actuellement, tu prends, dès lors que tu as lu quelque chose, tu classes et tu références sur un document ta biblio, c'est ça? Ouais. Et tu la mets déjà aux normes? Oui, je mets tout aux normes au fur et à mesure. J'ai mon carnet de thèse dans lequel je mets, dès que je commence une lecture, je l'écris dans mon carnet de thèse. Donc j'ai des références, je note les références à chaque fois. Et ensuite, oui, j'ai des bibliographie février 2020 par exemple, où je note ce que j'ai lu en mettant aux formes au fur et à mesure, mais ça m'est déjà aussi arrivé de devoir remettre aux normes des dizaines de références parce que je l'avais pas fait avant, et là c'est très chiant, il faut faire au fur et à mesure. C'est surtout que les logiciels de gestion de bibliographie le font automatiquement, donc c'est vrai que des fois quand tu publies genre dans un article où c'est pas forcément les mêmes normes, c'est intéressant parce que du coup tu peux générer des normes différentes. Et alors que tu le références qu'une fois ton document, et après genre tu peux générer en APA. Je connais pas toutes les normes, mais je sais que APA elle est vachement utilisée. Donc ça c'est pas mal.
Ah ouais, carrément. C'est un très bon argument pour me faire aller sur Zotero. Parce que enfin, moi j'utilise Zotero personnellement, mais je sais qu'il y a aussi Mendeley et EndNote qui sont utilisés, on va dire, les trois. Et mais enfin, je sais que sur Zotero, par exemple, tu peux juste générer en fait ta bibliographie avec tous les documents que tu veux. T'es pas obligé de prendre toute ta biblio et tu fais un copier et en fait tu le colles sur ton document et toute ta biblio elle est voilà, par ordre alphabétique, aux normes que tu veux, si ça peut te convaincre. Ouais, je crois, oui, parce que j'ai pas encore, j'ai pas encore eu beaucoup de fois ce travail à faire, mais quand je l'ai fait, ouais, je l'ai fait à la main et c'est très long. Après, c'est pas les choses qui me gênent le plus à faire, mais ce serait quand même un gain de temps de pouvoir générer automatiquement ce genre de choses. Donc merci beaucoup pour l'info. Pas de quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, c'était vraiment une chouette expérience d'avoir écouté. Merci à toi. C'était super intéressant comme discussion et c'est aussi une occasion intéressante de prendre du recul, de faire un peu une pause dans ce qu'on fait et voilà, encore une fois, la réflexivité. C'est hyper précieux et en plus en interaction avec toi. C'est super. Merci encore et bonne fin de journée du coup. Merci à toi aussi. Merci, salut.